Bonjour, voici une nouvelle batterie de questions pour vous aider à revoir le second brevet blanc d'histoire. Nous allons nous intéresser à la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Vous devez connaître les repères de base. Cette Seconde Guerre mondiale commence en 1939 et se termine en 1945. Elle prend fin en Europe le 8 mai 1945 avec la capitulation de l'Allemagne, mais la guerre continue dans le Pacifique. Les Américains affrontent le Japon. Et les Japonais vont capituler suite au bombardement par une arme nouvelle, enfin à l'aide d'une arme nouvelle, la bombe nucléaire, une bombe sur Hiroshima et une bombe sur Nagasaki qui détruisent l'essentiel de la ville, ce qui entraînera donc la capitulation du Japon. Vous voyez que l'expression principale ici, c'est guerre d'anéantissement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'anéantissement? Eh bien, le but est d'anéantir, d'exterminer l'adversaire, qu'il soit civil ou militaire. L'objectif n'est pas de faire des prisonniers ou d'avoir une population soumise, mais bien d'exterminer l'adversaire. Ce qui illustre cette guerre d'anéantissement, concrètement, c'est le génocide des Juifs et des Tziganes, la bataille de Stalingrad, par exemple, mais aussi, on aurait pu parler de l'utilisation de la bombe nucléaire sur le Japon. Alors, l'Allemagne fait partie d'une alliance militaire avec un autre pays européen, l'Italie, et un pays asiatique, le Japon. Ils forment l'Axe. Justement, vous pouvez avoir un axe chronologique pour vous demander de localiser, de situer dans le temps des événements. Alors ici on commence par le débarquement anglo-américain sur les côtes normandes le 6 juin 1944, le 6-6 1944, ça peut être un pense-bête facile à mémoriser. C'est le début du recul de la Wehrmacht, de l'armée allemande, côté ouest, car l'armée allemande avait déjà commencé à reculer côté est entre 1942 et à partir de 1943 lors de la bataille de Stalingrad. Stalingrad, bon, en dehors du fait que c'est un nom symbolique à la ville de Staline, c'est ce que cela veut dire, c'était une ville essentielle pour l'approvisionnement en pétrole, un axe de transport si vous voulez, et donc il y avait un vrai enjeu, mais l'armée rouge l'emporte sur la Wehrmacht, sur l'armée allemande, et il y aura 95 000 prisonniers, 5 000 uniquement reviendront vivants, seront vivants à la fin de la guerre. Il y aura au total entre 1 et 2 millions de morts lors de cette bataille. Donc voilà pourquoi est-ce que notamment ça illustre bien ce qu'est une guerre d'anéantissement. On vous demande aussi ici le début de la Seconde Guerre mondiale, le 3-9-1939, le 3 septembre 1939, un nouveau pense-bête. On peut vous demander une date en dehors du chapitre de la Seconde Guerre mondiale. Les lois de Nuremberg ici, de 1935, loi dite aussi de protection du sang allemand, qui interdisait toute relation amoureuse entre un Allemand juif et un Allemand non juif, mais aussi qui retirait la citoyenneté aux Allemands juifs, etc. On vous demande aussi ici la conférence de Wannsee en 1942. C'est une conférence lors de laquelle des dignitaires nazis vont se rassembler pour décider de ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive ou du problème juif. Bref, le génocide va passer à un niveau supérieur. Il s'agit de déporter tous les juifs d'Europe vers les camps de concentration et d'extermination. On va y venir après. Une question chronologique sur l'intervention des Américains. Alors comme lors de la Première Guerre mondiale, les Américains n'interviennent pas tout de suite. Vous vous rappelez que lors de la Première Guerre mondiale, ils n'interviennent qu'en 1917 lorsqu'ils se sentent eux-mêmes menacés. Jusque-là, c'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Les Américains considèrent que ce qui se passe en Europe concerne les Européens. Ce qui se passe en Amérique concerne les Américains, mais chacun a sa zone d'influence. Alors justement, les Japonais vont aller attaquer sans déclaration de guerre. Ils vont attaquer une base militaire américaine à Hawaï. Hawaï est un État américain, la base de Pearl Harbor. Et suite à cela, les Américains vont déclarer la guerre au Japon et à l'Axe de manière plus générale. Un rappel sur des bases. Stalingrad, donc ville stratégique, ville aussi symbolique, 7 en URSS, et en février 1943, preuve est faite que la Wehrmacht, l'armée allemande, n'est pas invincible et qu'il y a la possibilité de l'emporter face à Hitler. Autre question à nouveau sur le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, où se trouve le plus grand ghetto d'Europe. Eh bien, il est en Pologne. Vous vous rappelez que l'Allemagne, donc cette guerre commence par l'invasion de la partie ouest de la Pologne par l'Allemagne. La partie est a été
envahi par Staline, et donc le ghetto se situe, donc le plus grand ghetto se situe à Varsovie. L'objectif est de déporter tous les juifs de Pologne vers un seul quartier de la capitale, Varsovie. Ce quartier est fermé, et il y a de nombreux problèmes, on y vit très très mal dans les conditions déplorables, il y a très peu de nourriture, les soins médicaux manquent énormément, vous avez très peu de charbon aussi, hein, c'est les moyens essentiels pour se réchauffer, et donc il n'est pas rare le matin de retrouver des personnes mortes dans la rue. Bref, c'est un endroit où il y aura énormément de morts, certains fusillés, mais aussi beaucoup de juifs qui vont mourir à cause de ces mauvais traitements et du manque de nourriture, etc. Plus tard, ils seront déportés vers les camps d'extermination et les camps de concentration. Alors, le plus grand ghetto, c'est celui de Varsovie, et le plus grand camp de concentration, c'est celui et d'extermination, c'est le camp d'Auschwitz-Birkenau. Alors, on est aussi en Pologne, et il s'agit en fait de trois camps qui sont à la fois d'extermination et de concentration. Qui y est déporté? Eh bien, les Juifs, très nombreux, les Tziganes également, qui sont considérés comme étant une race inférieure, de la même manière que les Juifs. Il y aura aussi des opposants politiques, les communistes par exemple, les homosexuels. Les gens là-bas seront triés. Lorsqu'ils arriveront à Auschwitz-Birkenau, c'est souvent en train, des camions à bestiaux notamment, où ils passent le trajet debout. Il y a des morts pendant le transport, et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont d'un côté les femmes et les enfants, d'autre côté les hommes, et ils vont voir qui est apte au travail. Il y a par exemple une usine de fabrication d'armes là-bas, et donc ceux qui sont inaptes au travail, eh bien c'est dans ce genre de camp d'extermination qu'on trouvera la chambre à gaz, qui est le summum de l'utilisation de la modernité à des fins meurtrières, inhumaines. Le but de la chambre à gaz est d'exterminer un grand nombre de personnes, avec un minimum de personnes pour la faire fonctionner, et en un minimum de temps. Un rappel ici sur l'utilisation de la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki, deux villes japonaises, donc les 6 et 9 août 1945, et la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est suite à la capitulation du Japon. Bien, pour terminer, quelles étaient les populations visées par les camps de la mort nazie? Donc on l'a vu tout à l'heure, les juifs d'abord, les tziganes, tous ceux qui étaient considérés d'une race inférieure, les opposants, les homosexuels, on l'avait vu, et vous allez avoir parmi les juifs plus de 5 millions à 5,1 millions de morts et 200 000 tziganes tués. Le génocide, j'aurais peut-être dû en parler avant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'extermination, la destruction organisée d'un peuple en fonction d'un critère. Alors ça peut être sa culture, sa religion, ses origines, bref, mais il s'agit ici d'une extermination organisée, planifiée, notamment ici par l'État allemand. Voilà, bon courage pour vos révisions, je vous donnerai une autre vidéo pour revoir la France